Donc autour de la table, Nicolas Dueb, salut Nicolas, le patron fondateur d'Alchimie, André Le Scruc-Pietri, salut André, président de Jedi, et Erwan Tizan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Salut Erwan. Tiens, Erwan, l'ambiance du moment. Je disais, éloge de la lenteur sur Macron. D'ailleurs, c'est papier dans Le Monde là, ce soir qui sort, là où il parle d'un mandat en suspens. Éloge de la lenteur, ou alors, moi, ce dont je parle assez souvent ici, les prémices d'un roi fainéant. Le dernier précédent qu'on a eu avec un second quinquennat, second mandat, c'était celui de Chirac. Exactement. Élu à peu près dans les mêmes conditions, avec un bloc, un front républicain. Donc effectivement, on peut en tout cas en avoir peur. Alors Macron, moi, j'espère plutôt que son modèle, ce sera plutôt Schröder que Chirac. Schröder qui avait mis, en tout cas, pas dans un cadre d'un second mandat, mais qui avait mis sa crédibilité politique en jeu justement pour réformer le pays. Je ne parle pas du Schröder avec toutes les déconvenues qu'il peut avoir aujourd'hui, mais qui avait mis du coup, notamment quand il avait fait les lois Hart, etc. Moi j'espère clairement... Les lois Hart, c'est un second mandat de Schröder, je dois dire, j'ai pas la séquence en tête. Oui, c'est ça, c'est son premier mandat. Et il a été battu d'ailleurs. C'était à peu près la même époque, contemporain de Chirac. Moi j'espère justement qu'il oui, d'accord. Voilà, qui va copier, effectivement. Voilà, qui va copier sur cette période-là un autre roi un peu moins fainéant. Le gros problème, c'est que déjà on est dans l'expectative de savoir si oui ou non il aura une majorité à la fin du mois prochain. La plupart des sondages d'opinion nous disent que ce sera ric-rac. Je sais pas, il y a deux. La une de l'opinion ce matin, c'est ric-rac et. Il y a une semaine, on nous parlait de 340 députés pour La République en marche, donc pour Renaissance. Et maintenant, c'est tombé. Le point bas est à 270, donc à 270, t'y es pas, et même à 340. Ça veut dire que tout ce qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire en gros les frondeurs, là, tournez votre regard vers Édouard Philippe, il va l'avoir, exactement. Donc malheureusement, le problème, c'est qu'il commence ce deuxième mandat avec un premier mandat qui n'a duré au final que 18 mois, qui s'est arrêté au moment à peu près de l'affaire Benalla, parce qu'après il y a eu les Gilets jaunes, et donc du coup il n'y a plus de réforme structurelle à ce moment-là. Il y a eu la SNCF, il y a eu l'assurance chômage, mais ça restait psilonex par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Il a un second quinquennat qui se doit, à mon avis, de mettre à profit, parce que sinon, et d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, on risque de basculer au-delà de la ligne de crête et de la corniche. Donc du coup, si jamais il ne le fait pas maintenant, d'autres le feront à sa place, mais pas forcément avec son programme à lui, et avec un programme un peu plus sérieux, on va dire. André ? J'essaie toujours de distinguer entre mes espoirs et la réalité. Et là, effectivement, on a tous l'espoir que ce deuxième mandat rentre dans l'histoire. Clairement, il avait été élu pour rentrer dans l'histoire. C'était quand même relativement bien parti. S'il n'y avait eu qu'un mandat d'Emmanuel Macron, il ne rentrerait pas dans l'histoire, c'est clair. Donc là, il y a une chance pour lui. Et en plus, il est assez jeune, il a quand même beaucoup de choses à faire après. Oui, tout à fait. Donc on peut quand même imaginer qu'il y a un vrai effort. Les sources d'inquiétude, elles sont multiples. C'est que, on va sûrement en reparler, c'est que l'Europe ne s'est jamais... Il y a un Conseil européen aujourd'hui, ne s'est jamais aussi mal porté. Je veux dire, on est... À ce point-là, André ? Je crois qu'on est divisé sur quasiment tout. C'est-à-dire que à la fois, il y a ce sentiment, et ça c'est nouveau, qu'il faut faire beaucoup de choses ensemble. On l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec maintenant l'Ukraine, mais les lignes de fracture sont colossales. Enfin, je veux dire, même quand le président de la République appelle Poutine, ça crée des ruptures. Oui, mais alors ça, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est tout à fait normal. C'est ahurissant qu'ils continuent à appeler Poutine quand même. Après, ces lignes de fracture. Je crois que c'est les Baltes qui ont dit, mais combien de temps vous allez jouer avec lui ? Qu'est-ce que tu l'appelles pour faire quoi ? Donc on se rend compte que même sur ces sujets. Non, mais t'es d'accord avec ça, André, ou pas ? Aujourd'hui, personne ne sait comment les choses vont venir. Il faut quand même rappeler que Kissinger, qui reste quand même encore un modèle de réel politique, a quand même encore ce week-end annoncé que la meilleure chose, je le cite, qui pourrait arriver, ça serait un cessez-le-feu sur les positions actuelles. Et le mot cessez-le-feu, ça a été ce qui a mis le feu aux poudres de cette discussion vis-à-vis des Baltes, qui ne veulent même pas en entendre parler, qui sont là pour bouter l'ennemi russe à nouveau sur ses frontières, voire d'aller plus loin. Donc on est quand même aujourd'hui sur en fait, on manque de stratégie, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, il y a une absence de vision partagée au niveau européen. Mais peut-être. Mais tu ne crois pas que justement il y a un lien entre ce que tu décris, moi je reste sidéré par le recul de la réforme des retraites, mais en rase campagne, avant même que quoi que ce soit ait commencé, et le fait que son électorat se démobilise, quoi. Enfin... Je crains que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on manque cruellement de vision. Il a quand même été réélu assez bien, même si effectivement dans des conditions assez particulières. Il est arrivé en premier, 25% en première place au premier tour. Mais par contre, l'urgence, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une urgence qui a été exprimée par
tous les partis politiques, c'est de renaissance de la vie démocratique. Et aujourd'hui, on en prend un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on revient sur on ne sait pas très bien où on va. Il veut un bloc, et puis cette idée d'avoir un bloc comme ça, là... Oui, et disons-le clairement. À qui il imposerait sa loi. Ce n'est pas d'être anti ni pro-macroniste que dire ça. La manière dont on a démonétisé le Parlement pendant le premier mandat est extrêmement dangereux. On joue avec le feu démocratique là-dessus. Moi, je pense qu'il faut absolument, si on veut éviter à tout prix les gilets jaunes, et tu en parlais, Erwan, que c'est ça quand même qui a mis un coup d'arrêt à son premier mandat. Il faut absolument renforcer ces fameux corps intermédiaires, cette démocratie représentative. Donc là, effectivement, moi je comprends pas. Je crois il devrait y avoir un élan démocratique, une volonté de changer les choses, de faire différemment. Et c'est pas juste, avec tout le respect que j'ai pour Elisabeth Borne, c'est pas juste en mettant une femme technicienne, ingénieure, ce qui est une très bonne chose. Que vraiment, on est incrémental. Aujourd'hui, il faut que le président redevienne disruptif. Nicolas ? À l'heure de Roland-Garros, pour faire un bon match de tennis, il faut 2 bons joueurs. Et Nadal sans Federer ou Djokovic, c'est plus Nadal. Et là, je pense que Macron, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de joueur. En face, il n'y a pas de débat. Comment ça, il n'y a pas de joueur ? Enfin, il a un sacré joueur de fond de cours, là, avec Mélenchon, non ? Enfin, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu, pour le coup, un affrontement assez légitime, quoi. D'accord, mais Mélenchon, on a joué à se faire peur pendant la campagne électorale, mais c'est pas une alternative crédible sur le. Toi, tu le penses, Nicolas et au niveau des ce élections, que je lis moi partout, des reportages que font mes confrères dans toutes les régions de France et de Navarre, c'est que le gars quand même représente quelque chose de pas négligeable. Oui, mais mon propos, c'est de dire quand même que s'il y avait un autre joueur en face de Macron qui avait eu du débat, ça le mettrait en valeur parce qu'il y a des idées, il y a un certain nombre de choses, et qu'en ce moment, d'un point de vue, moi je parle d'un point de vue chef d'entreprise. Bien sûr. On a quand même une période faste. Enfin, je veux dire, on peut dire plein de choses sur le sujet de Macron, mais Macron, il nous a fait quand même un quinquennat pro-entreprise. On a quand même été jamais aussi bien dans une dynamique aussi forte en ce moment. Il joue très pleinement le post-Covid, donc le retour d'élastique est quand même là, que ce soit sur le plan des CDI, sur le plan du CDD, sur le plan de la croissance, on a quand même tous les indicateurs au vert. Donc ça, on aime bien voir les verres à moitié vides en France, mais là, de ce côté-là, on a le verre à moitié plein. Alors après, est-ce que ça a une sorte de momentum un peu extraordinaire qui le calme un peu, qui préfigure la tempête, parce que l'inflation, parce que l'Ukraine, parce que le confinement en Chine, plein de choses jouent devant nous. Mais pour le moment, il a cette période-là, qui est plutôt favorable. Et quand j'en vois le monde sur les routes pour un week-end de l'Ascension comme ce week-end, je me dis qu'on n'est pas quand même un pays... Il y a un sujet face au pouvoir d'achat. Ouais, forcément, on se pose des questions. Quoi. Si vous n'avez pas suivi ça, mais on a battu les records de bouchons, là. Bien sûr. Donc, il essaie hier soir 1000 km de bouchons partout en France. Il y a bien sûr des gens qui souffrent dans le pays, mais enfin, là, manifestement, on n'est pas un pays malheureux, quoi. Donc, il a ce momentum et je pense qu'il lui manque un adversaire à sa taille. Mais tu crois ça, toi ? Mais c'est justement parce qu'il y a le momentum, parce que tous les indicateurs au vert, c'est maintenant qu'il faut foncer. On se rappelle quand même de l'échec précédent, c'était sous Jospin, où on avait vécu un moment absolument historique et où on aurait dû réformer à tour de bras. Et par contre, il faut une autre méthode, c'est l'expliquer. Et je pense que c'est là où j'attends, moi, le président, le gouvernement, c'est d'être beaucoup plus dans donner une vision, la faire aussi remonter des chefs d'entreprise, mais aussi de tous ceux qui aujourd'hui sont attirés par Mélenchon. Comme il a un prisme croissance et et on sait à quel point la confiance est clé dans la croissance, je pense qu'ils sont obnubilés par la confiance et ils ne veulent pas la casser. Et ils veulent laisser monter la dynamique. Donc on ne fait rien, on laisse monter la dynamique pour se préparer les coups durs de cette automne. Mais moi, je pense qu'il est en train de la casser, la confiance. Mais Stéphane, vous parliez de la démobilisation de son électorat. Mettez-vous, donc effectivement, vous votez pour Emmanuel Macron au premier et au second tour, parce que vous avez envie que l'agenda libéral avance, qu'on ait un président réformiste, et parce qu'il y a ici, effectivement, beaucoup de joueurs de 5e division face à lui. Mélenchon mis à part, je pense, je trouve aussi. Mais quand on annonce... excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il va faire pour les 100 jours. On nous parle des 100 jours, les 100 jours il y a 5 ans. 100 jours, enfin, il n'y a pas de 100 jours là, Erwan, c'est déjà... Non, mais il est déjà démonétisé. Les 100 jours, Stéphane, il y a 5 ans. Sa première ministre est déjà démonétisée. Stéphane, il y a 5 ans, les 100 jours, il avait dit après législative, les 100 jours commencent après la législative. Ouais. Il avait dit les ordonnances pour le marché du travail, elles étaient écrites en sortie d'élection. Voilà ce qui sera publié d'ici le mois de septembre. La réforme du marché du travail, de la formation professionnelle, voilà ce qui sera publié d'ici le mois de septembre. Cap 2022, voilà ce qui sera mis en place avec l'objectif de réduire la sphère de l'État.
Tout était en place. Là, pour les 100 jours, donc si jamais il est majoritaire dans le pays, on ne sait même pas du coup ce qu'il va pouvoir faire. Non. Donc si moi, j'ai envie d'avoir un gouvernement qui fasse la réforme des retraites, et je pense qu'elle est essentielle, parce qu'on nous dit effectivement, le corps nous estime qu'on est à un point de PIB de déficit, c'est pas très grave et tout, mais il y a en tout cas il y a 3 chiffres qu'on va regarder ces observateurs-là. Le premier, c'est le taux d'actualisation des pensions de retraite à venir. Moi, pour ma génération à moi, mon taux de remplacement sera dans la meilleure des cas de 32% de mon dernier salaire. On est à 57% aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'aurai une diminution de 40%, enfin ma génération, on aura une diminution de 40% de notre niveau de vie par rapport aux retraités actuels. Ça, personne n'en parle, mais ça veut dire qu'on est en train d'organiser la paupérisation des retraités à venir. Deuxième chose, le taux de cotisation des agents publics qui ne cesse d'augmenter et qui en fait du coup est un mécanisme public pour permettre en fait de faire diminuer mécaniquement le déficit facial et donc du coup de se dire oh là là bah, c'est bon, on a le temps justement pour ne pas toucher aux retraites. Et enfin le troisième, quand on regarde, c'est surtout qui est aussi lié à un autre sujet qui est celui de la formation. On n'a pas touché au problème de la pénibilité en France, qui fait qu'on va avoir des métiers de plus en plus pénibles qui du coup vont nécessiter des départs de plus en plus tôt et qui ne sont pas financés. Sur le sujet de la formation, il y a un autre problème aussi. Depuis 2018, 13% d'entrées en moins des salariés en poste dans les effectifs de la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que la réforme Pénicaud, qui était excellente à tout point de vue, elle a créé en fait des effets de seuil, c'est un peu technique, mais des effets de seuil sur notamment les cotisations auprès des différentes chefs d'entreprise, qui fait qu'en dessous de 50 salariés, vous n'avez aucune incitation à former vos équipes. Parce que si vous le faites, vous payez... pas ce chiffre de 13%. C'est renseigné, c'est un chiffre d'arrêt. Je te fais toute confiance. On a publié une étude sur le sujet il n'y a pas longtemps. C'est 13%, donc... des effectifs salariés. Des effectifs salariés, non, je comprends tout à fait. Des effectifs salariés. Qui a été compensé par l'augmentation des effectifs de demandeurs d'emploi. Voilà, et en même temps, on disait beaucoup que c'était le problème, c'est-à-dire que la formation était en grande partie captée par les effectifs salariés, alors qu'on aurait aimé qu'elle soit captée par ceux qui sont hors de l'emploi aujourd'hui. Bien sûr, mais l'un n'est pas antinomique avec l'autre. L'un n'est pas antinomique avec l'autre, mais sauf que les budgets explosent de ce côté-là aussi. Mais oui, ça aussi, il va falloir la recapitaliser, si on ose dire. Il faut savoir ce qu'on veut. La formation, c'est ça. Bien sûr. Je parle sous le contrôle d'André, mais la formation, c'est l'élément clé pour la société à venir. Si jamais on se dit qu'on va former effectivement des demandeurs d'emploi dans une logique d'insertion, c'est excellent, mais si jamais on ne forme plus des salariés en poste, on part du coup on accepte l'obsolescence des compétences. Petit chiffre lié à ça, petit calcul pour terminer dessus. La productivité des emplois en France, de manière agrégée, depuis 2018, donc depuis la baisse de 13% des effectifs, a diminué de 3%. Donc c'est-à-dire qu'en fait on est en train d'organiser, on parle de société de croissance, on est en train d'organiser une société de décroissance parce qu'en fait on a certes un stock d'emploi qui est plus important mais qui est moins productif. Et donc du coup ça veut dire que si vous êtes moins de productivité, toutes les hypothèses du corps, elles tombent toutes à l'eau. 1,8% de productivité d'ici 2070, ça tombe à l'eau, on est à peu près à 0,2, 0,3. Donc c'est-à-dire qu'en fait mécaniquement on est en train de tuer notre système de retraite et on est aussi en train de tuer la croissance qui est aujourd'hui notre seul allié pour financer notre modèle social. Donc en fait avec ces deux éléments-là, si jamais on ne les prend pas en compte, en fait on est en train, tous les bons éléments qui ont fait que depuis 2017 on était dans le vert, on est en train de tous les tuer un par un, mais dans une situation beaucoup plus fragile qu'on l'était il y a 5 ans. Donc en fait on est en train d'organiser la paupérisation du pays. Voilà. Mais ça, on est bien avec ton momentum, Nicolas. Non, mais sur le momentum, c'est vrai. Dans l'élection, les sujets, c'est pouvoir d'achat, c'est santé. Là, c'est pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est consommer. Alors que, je le répète encore une fois, on dépense, bon an mal an, 10 milliards d'euros par mois aujourd'hui pour le soutenir, le pouvoir d'achat. Les chiffres d'inflation tombent aujourd'hui, là on verra dans la zone euro, mais on va être nous sans doute autour de 4,5 quand l'ensemble de nos voisins sont à 7 parce que il n'y a pas cette pompe à finances dont on a l'impression que personne ne donne crédit au gouvernement et au chef de l'État. Voilà. Et puis après, de toute façon, on n'a pas parlé encore du sujet, parce que moi je pense que l'automne sera compliqué, ce sera les taux d'intérêt. Parce que quand il y a déjà la BCE qui est déjà en train de mettre l'ambiance sur le fait qu'on va remonter les taux, la dette française, au moment où il va falloir la renouveler, c'est pas la même chose de la renouveler à zéro ou raison de plus. Raison de plus pour rentrer dans le dur tout de suite, faire cette réforme des retraites, parce que Erwan a fait un très très bon panorama. Faut ajouter ce qu'on a beaucoup dit aussi ici, c'est que après, c'est une poire pour la soif, c'est-à-dire c'est la seule marge de manœuvre que tu as à peu près disponible pour se redonner un petit peu de... Et après, tu n'en as plus. Et après, tu n'en as plus. Mais là, tu peux avoir une affaire quand même à une 50aine de milliards, quoi. Donc c'est significatif, la réforme des retraites. Donc raison de plus pour y aller tout de suite, quoi. C'est pour ça que ce temps suspendu là me surprend énormément. Ça veut dire, Erwan, toi dans l'idée, on en a déjà parlé ensemble d'ailleurs, je redonne les chiffres de l'emploi, mais c'est vrai, là on a eu, donc, la semaine dernière, 421 400 CDI en avril, chiffre jamais vu depuis 2006.
Et si on ajoute les CDD de plus d'un mois, c'est 812 192 recrutements. On va peut-être revoir d'ailleurs la courbe de l'INSEE de la fin du premier trimestre sur les taux d'emploi. Donc pour le 15-24 ans, le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1991. Sur les 50-64 ans, c'est un plus haut historique. Et même le sous-emploi, c'est-à-dire personnes à temps partiel souhaitant travailler plus, est à son plus bas niveau depuis 92. Tout ça, donc on voit là les courbes de l'INSEE avec les différentes catégories de population. Tout ça, pour toi, c'est clair, c'est une baisse de productivité. C'est-à-dire, c'est pas corrélé au PIB. Donc c'est une grande question entre les économistes. Certains parlent, et moi j'avoue que j'aimais bien acheter cette idée-là, d'emploi de précaution, en fait, fait par les chefs d'entreprise, qui gardent des gars parce qu'ils savent très bien qu'ils sont tellement durs à recruter que, tant pis. Pour toi, non, c'est chute de productivité très claire. C'est deux façons de voir là. On nous dit on a une croissance moins riche en emploi. Avant, en dessous d'1,5% de croissance, l'économie française ne crée pas d'emploi. Maintenant, on voit qu'aux alentours de 1,1, voire 0,995, on arrive à créer de l'emploi. Mais quand on regarde factuellement les chiffres sur la productivité des emplois, elle est en diminution de 3% depuis 2018. Donc en fait, on crée des emplois. Moi, je suis le premier à me satisfaire de ces chiffres-là, et je pense que c'est lié directement, en tout cas fortement indirectement, à la politique du gouvernement qui a été fait du coup, notamment la politique Macron, donc qui va du CICE quand il était ministre de l'économie jusqu'à 2018. Mais le problème, c'est que derrière, on se pose pas la qualité, on se pose la question de la quantité, parce que c'est toujours le même problème du politique. C'est son agenda est conjoncturel et pas structurel. C'est juste. C'est très facile de se dire, et c'est très bien, c'est très confortable de se dire, c'est 7% on tombe à 7% de chômage, c'est fantastique, on n'a jamais fait ça depuis 15 ans. Par contre, d'aller voir à l'intérieur justement de cette qualité-là, déjà parce qu'on a un personnel politique qui est extrêmement médiocre, on n'a pas effectivement de personnes en face. Les seules justifications qu'on a en face de la France Insoumise, c'est de dire les chiffres sont bidons. On peut pas, quand on s'attaque à l'INSEE... Ce qui est vrai d'ailleurs. Enfin, non, mais on peut le dire. Stéphane, quand on s'attaque aux chiffres de l'INSEE, on peut pas non, je pensais que tu parlais des chiffres de la France Insoumise. Non, je dis que les chiffres de la France Insoumise sont bidons. Non, je dis les seules attaques qu'on a contre les chiffres du chômage, c'est la France Insoumise. Ils sont bidons. Oui. S'attaquer à l'INSEE, c'est pas crédible, c'est le meilleur institut de statistique au monde, ou alors parmi les 3 premiers. Donc, il y a personne qui va justement ouvrir le moteur et voir dans ces qualités-là. Et donc, du coup, ça revient à ce que tu disais avant. Il y a un problème de fond de cours. Et moi, je suis très inquiet parce qu'on est en train justement de se satisfaire que la maison soit extrêmement bien repeinte. Par contre, on n'est pas en train de voir qu'à l'intérieur, elle n'est pas aux normes, quoi. Dans les indicateurs avancés, il y en a un que je trouve assez intéressant, c'est les levées de fonds. C'est-à-dire que les levées de fonds du premier trimestre 2022 ont quand même baissé d'une vingtaine de pourcents par rapport à 2021. Et dans le même temps, les grosses, dans les fintech et dans les quick, on commence à couper. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui dans les boards... Mais ça, c'est parce que c'est la fin de l'argent gratuit, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la fin de l'argent facile. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on passe de cette phase extrêmement facile à, dans les boards, maintenant, à demander retour à la rentabilité, retour au réel, et donc l'hypercroissance à tout prix en distribuant des coupons pour, par exemple, les quick delivery, etc., c'est fini. Voilà, moi, je trouve que c'est juste des indicateurs avancés où on voit que cette période prend fin et que, du coup... un élément supplémentaire pour dire que la rentrée sera compliquée, ce qui valide quand même ta thèse de dire qu'il faut mieux le faire maintenant parce qu'en septembre ou en octobre, la fenêtre est fermée. C'est mort. Voilà. C'est mort. Mais ce que dit Nicolas est très intéressant parce que justement sur la tech, il y a aujourd'hui l'ambiance qui... Mais depuis 2-3 semaines, c'est de dire ceux qui coupent les premiers dans les coups seront beaucoup mieux préparés à cette période de disette, alors on ne dit pas disette, mais en tout cas difficile qui s'annonce. C'est-à-dire en fait, c'est assez surprenant. On part d'une euphorie il y a 2 mois. Et aujourd'hui, on est... Klarna, un exemple, le leader européen, voire mondial de tout ce qui est paiement électronique, a coupé 10% de ses salariés, alors qu'il y a une semaine, il gagnait le prix d'un grand média bruxellois sur à quel point c'était la fintech la plus en vogue. Je veux dire, c'est à quelques jours près. Donc ça veut dire... Oui, Nicolas a cité le quick commerce, c'est la même chose aussi, chez Getir, Godzilla et tous ces gens-là. Et vraiment, ce qui est fascinant, c'est la rapidité. Et donc, on vient sur le sujet que, effectivement, 1 ou 2 mois de perdu, c'est immense aujourd'hui. C'est des années de chien, c'est-à-dire 1 mois aujourd'hui, c'est prend une année d'il y a 10 ans. Donc, si on perd 1 mois, ça peut coûter très cher. Surtout dans une compétition internationale où on est aussi toujours en relatif. Oui, non, mais exactement. Alors, tu parlais de la dette. Juste, je voulais signaler que notre trésor
C'était Pierre Desproges qui avait fait un sketch hilarant où il écrivait au service des impôts en commençant « Mon trésor ». J'ai toujours adoré ça. Donc, notre trésor, donc toujours aussi inventif, émet une obligation verte indexée sur l'inflation. Première au monde, donc il y avait des obligations indexées sur l'inflation, c'est à peu près 10% de notre dette, hein, je parle sous ton contrôle, 10-15%. Il y a des obligations vertes, mais l'obligation verte indexée sur l'inflation, ça, on est les premiers à le faire, et ça a bien marché, parce que ça nous permet d'être un petit peu à taux négatif, là, moins 0,4% sur les 4 milliards d'euros qui ont été levés. Voilà, on a des gars qui savent faire quand même On a les meilleurs. Hein. au sein de la très haute administration. La quoi, hein, c'est plupart des impressionnant. taxes au niveau mondial ont été inventées par les Français. Ouais, Donc on a des hauts fonctionnaires et des inspecteurs généraux des finances qui sont excellents. Qui sont excellents. Ouais, C'est peut-être ça le problème aussi d'ailleurs, c'est qu'ils le sont peut-être trop. Mais ça, un mot, alors toi je sais Erwan que là-dessus tu es remonté comme une pendule, mais est-ce que vous êtes d'accord donc dans le projet de loi pouvoir d'achat qui sera touffu, nous dit-on, donc ça va déjà être un truc, une usine à gaz pas possible, indexation des retraites dès le mois de juillet pour un premier versement au mois d'août. Voilà, Erwan est effondré, on privilégie ceux qui ont déjà tout, qui ont tout eu. 17 milliards d'euros, ça va nous coûter, calcul comptable réalisé, qu'on a réalisé vite fait. Pour l'année, 17 milliards d'euros en année pleine ? En année pleine, oui. Cette indexation pas pour cette année. Hein. Ah oui, mais... Sur une inflation à 5,6% en moyenne. 17 milliards d'euros pour savoir d'abord que les retraités ont un niveau de vie qui est 8% supérieur à celui des actifs, et qu'on a que les retraités en question qui sont à la retraite actuellement ont eu un taux de cotisation moyen, tous les retraités actuellement, de 8%. Aujourd'hui, nous, c'est combien ? Ça dépend si tu es fonctionnaire ou si tu es... Mais en moyenne, c'est 26%. Donc on cotise 3 fois plus. Tu veux un autre petit chiffre qui va te faire marrer, c'est le taux d'actualisation qu'on peut avoir entre les cohortes, c'est-à-dire le montant... Mais tu l'as donné déjà tout à l'heure, que tu étais à 35%. Non, ça c'est le taux de remplacement. Ah, taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le pourcentage du dernier Oui, salaire. Le taux d'actualisation, c'est le rapport qu'on a entre ce qu'on a cotisé et ce qu'on récupère. Pour les gens qui sont à la retraite actuellement, donc cohorte 1920, c'est 400%, 1940 c'est 200%, la cohorte des années 80, 70-80 c'est aux alentours de 150%, et quand on bascule après 90, c'est 90%. Donc c'est-à-dire qu'on va cotiser pour 10 euros cotisés, on va récupérer que 9 euros à la retraite. Et là on est encore en train de faire un cadeau de 17 milliards. 17 milliards d'euros, c'est simple, c'est le budget de l'enseignement supérieur. 17 milliards d'euros, c'est je ne sais pas combien de logements que tu peux construire ou que tu peux aider pour les jeunes, mais on fait ça parce qu'il faut soigner son électorat. Moi je trouve ça profondément scandaleux. Qu'on aide les petites retraites jusqu'à 1200, 1300 euros, très bien. Qu'on fasse alors, ce qui aurait été malin, c'est de dire on réindexe sur l'inflation, par contre, j'augmente la CSG. Parce que là, du coup, tu profites. Bien sûr. On fait par exemple 2 points de CSG, ça permettait de compenser la chose. C'était totalement indolore et ça permettait de faire rentrer un peu d'argent à la caisse. Mais moi, je trouve ça profondément scandaleux ce qui est en train de se passer là. Et que personne ne réagisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de campagne. C'est toujours la même méthode. C'est quand même facile de motiver les retraités qui ont voté pour Macron. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, mais ça ne marche pas. Le problème, c'est que là, il va se réveiller. Écoute, ça, franchement, les sondages, c'est des courbes, a priori, pour que ça s'inverse, il faut qu'il y ait un événement, quoi. Il se passe quelque chose. Là, il va tranquillement vers ce qui sera, alors, l'opinion dit Victoire Ricrac, voir une difficulté et pas de majorité absolue. Mais je reviens sur ce que disait Erwan, c'est cette incapacité. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait une administration extraordinaire. Je trouve qu'aujourd'hui... La haute administration du Trésor, si, les gars qui gèrent notre dette, franchement. On voit quand même... Oui, aller arracher des taux négatifs aujourd'hui, là, chapeau les mecs. L'agence France Trésor, c'est peut-être une exception. Mais le fait qu'aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de mesures qui sont des mesures... pour tout le monde la même chose. Rappelez-vous le bouclier sur l'énergie. On n'a pas été capable, moi je trouve ça absolument scandaleux que des gens comme moi ou nous... on en profite et on en bénéficie. Des quelques centimes d'euros sur chaque litre d'essence. Mais c'est quoi ? C'est une incapacité à faire de la politique adaptée à ceux qui en ont vrai besoin. Donc on confond, comme toujours dans notre pays, le mot égalité qu'il faudrait remplacer par le mot justice. On n'est pas un pays juste, on est un pays égalitariste. Je crois que c'était compliqué à faire quand même, André. Oui, puis il y avait une forme d'urgence. C'est là où on a besoin des meilleurs. Donc si les meilleurs ne savent pas faire des choses compliquées... ouais, mais là, c'est des systèmes, c'est des statistiques que tu n'as pas, c'est des chiffres que tu n'as pas. Et en plus, combien de milliards on a investi 3 ou 4 milliards pour un objectif sur le... Donc quoi, le bouclier énergie. Mais c'est 40, André. Sur l'essence. L'essence. Sur l'essence. L'essence. Je parlais spécifiquement, je crois que c'est 3 Écoute, le global... Par mois, oui. Par mois, c'est même au global. Le global, on est autour de 40, quoi. Voilà, puisque si on a plus de 50-60, ça ne sera jamais arrêté au mi-juillet. Parce qu'il faut intégrer là-dedans ce qu'on prend à EDF. Ce que le gouvernement ne fait pas. Le gouvernement dit on est à 25-30, mais il y a 10 milliards d'EBITDA qui sont piqués à EDF. Qu'est-ce qu'on fait ? Pause maintenant ou un petit... Alors attends, vas-y. Sur ces chiffres-là, vient de dire André, sur court terme, long terme, il y avait une autre émission sur
sur votre chaîne il y a quelques jours, Stéphane Le Marchand disait, vous savez, si au moment des Gilets jaunes, au lieu de donner 17 milliards d'euros, on avait acheté des véhicules électriques à tout le monde, on aurait pu acheter quasiment 2 millions de véhicules électriques et distribuer aux Gilets jaunes. Et dans ces cas-là, la crise énergétique aujourd'hui nous aurait coûté zéro. C'est théorique parce qu'on n'aurait pas eu les 2 millions. C'est théorique parce que tu n'avais pas les véhicules et tu n'as surtout pas les bornes de recharge. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement là où sont les Gilets jaunes. ce côté très conjoncturel et qu'en fait nous empêche de faire du structurel qui pourrait des fois... Ça reste tout à fait théorique, mais je trouve que le raisonnement est assez intéressant. L'indexation des retraites dès le mois de juillet, là, je suis d'accord avec toi, c'est un truc de fou. C'est scandaleux. Non, mais c'est profondément scandaleux. Profondément scandaleux, tu le dis. Une pause, on continue, les amis.